Bonjour et bienvenue Parisienne, le site qui vous raconte Paris à travers son histoire, son architecture, sa décoration et ses légendes. Le jardin des Tuileries est le plus ancien et le plus vaste parc public parisien. 22,5 hectares de verdure accueillent le visiteur ainsi qu'une centaine de statues, 3000 arbres, 125 000 plantes et fleurs et 6 bassins. Toutefois, il n'en fut pas toujours ainsi. Si aujourd'hui vous vous trouvez dans un magnifique parc à la française, jusqu'au XVe siècle existaient seulement des vignes, des pâturages, de petites maisons et des tuileries qui lui donnèrent son nom. Comme vous pouvez le voir sur la carte, le château du Louvre est compris entre les enceintes de Philippe Auguste et Charles V. Les Tuileries longent cette dernière. Quand il n'est pas dans l'un de ces châteaux de la Loire ou à la guerre, François Ier réside à l'hôtel des Tournelles, à Paris. Celui-ci se situait près de la place des Vosges, dans le 4e arrondissement. Sa mère, Louise de Savoie, est malade, et ses médecins lui conseillent de quitter la ville, de partir à la campagne. Aujourd'hui, vous iriez en Bourgogne, en Normandie, en Bretagne, voire dans les pays de la Loire. Autrefois, il suffisait d'aller de l'autre côté des remparts, où il n'y avait donc que des champs. Le roi visite divers terrains et va jeter son dévolu sur nos Tuileries. Sauf qu'à l'époque, n'imaginez pas de vastes champs verts et de jolies fleurs. C'était plutôt une déchetterie recevant toutes les ordures de la ville. À son retour de captivité, François Ier décide d'emménager au Louvre, où il va mourir en 1547 avant d'avoir vu la fin des travaux. Le véritable chamboulement des Tuileries commence par l'acquisition des terrains par Catherine de Médicis. La Florentine regrette les jardins où elle se promenait jadis. En 1556, elle demande à Bernard Palissy d'importer une tradition italienne, les fausses grottes à l'antique. Il s'agissait d'une sorte de pavillon ouvert d'un côté, décoré à l'intérieur de stucs en forme de rochers, de stalactites, de mosaïques, de cailloux ou de coquillages, garnis de niches et de petits bassins. Bien sûr, celui des Tuileries a complètement disparu, il n'en reste aucune trace. Par chance, d'autres grottes en rocaille existent toujours, que ce soit en France comme à l'étranger. Vous pouvez visiter celle du château de la Bâtie-d'Urfé dans les Pays de la Loire, où l'on voit très bien sur les images donc le sol en petits cailloux, les murs en coquillages et les plafonds, le tout sur une thématique bien sûr maritime. On peut également aller visiter, en plus elle vient d'être restaurée assez récemment, la grotte de l'ancien palais de la Micheline, ou la grotte de coquillages à Coulommiers. On peut aussi aller en Italie, à Florence, plus exactement dans le jardin de Boboli, voir la grotte de Buontalenti. La veuve d'Henri II refuse de vivre au Louvre qu'elle juge trop rustique et inconfortable. Dès 1564, elle fait appel à l'architecte Philibert Delorme afin qu'il lui édifie un somptueux palais et un jardin à l'italienne. Le jardin est légèrement en trapèze comme on peut le voir sur la carte et il est compartimenté en parterre quadrangulaire par le florentin Bernard de Carnesecchi. Parce qu'il faut le savoir, Catherine de Médicis était un petit peu chauvine, elle aimait s'entourer d'artistes si ce n'est issus de la même ville qu'elle, au moins du même pays. Telle une ville antique romaine, le quadrillage du jardin est formé par des allées longitudinales et transversales. Le tout constitue un grand damier irrégulier alternant verger, potager, forêt ou lieu de délassement, car à l'époque on n'est pas encore très porté sur la simple décoration florale. Mais on y voit plutôt un côté, on va dire, pragmatique, pratique. On y trouvait aussi quelques amusements de l'époque. Un labyrinthe, une volière, des petits pavillons de bois et d'osier pour, dira-t-on, se cacher des regards indiscrets. Le jardin était également décoré de sculptures, bien sûr, toutes réalisées par des artistes italiens, ainsi que quelques bancs de pierre. L'ensemble était clos de haies et de palissades. En 1589, le roi de Navarre devient roi de France. Henri IV ne portait guère sa belle-mère dans son cœur.
Il faut dire que Catherine de Médicis ne lui a pas vraiment fait de cadeau, entre un mariage forcé, un changement de religion, des réflexions sans cesse, des brimades, enfin, je crois qu'elle lui a fait tout ce qu'on pouvait, hélas, se faire de pire à un homme. Sauf que le pauvre bougre se retrouve envahi, ou du moins entouré par les souvenirs de sa belle-mère. C'est elle qui a fait édifier le palais des Tuileries, c'est elle qui a choisi la conception du jardin. En gros, il ne peut pas faire un pas sans voir sa belle-mère partout. N'y tenant plus, en 1593, il envoie ses soldats ravager le jardin. Il ne restera hélas plus que des ruines. Suite à l'assassinat d'Henri IV en 1610 par François Ravaillac, Louis XIII lui succède. Il décide de reprendre en main le jardin des Tuileries. Le quadrillage est à peu près respecté et les prémices de la mosaïculture apparaissent. Mais le grand projet de ce roi, c'est l'aménagement d'une longue terrasse entre 1605 et 1635, le long de l'actuelle rue de Rivoli, connue sous le nom de terrasse des Mûriers, aujourd'hui terrasse des Feuillants. Elle était ornée de mûriers blancs qui servaient à alimenter les vers à soie. Le roi fit construire des magnaneries au bout de la terrasse. La terrasse des Mûriers mesurait 600 mètres de long sur une largeur de 4,50 mètres. Le tout était encadré par une palissade de grenadiers. Il faut savoir que quand le roi ne résidait pas au palais, le jardin était ouvert au public. Les promeneurs venaient s'y délasser, loin du bruit ou du trafic, voire s'y donner des rendez-vous galants à l'abri des regards dans le labyrinthe. L'ancien valet-de-chambre du commandeur de Souvray, Renard, avait obtenu la concession d'une parcelle en friche dans le jardin, nommée la Garenne aux lapins. Il y servait des collations, organisait des concerts et vendait des objets d'art. Aujourd'hui, on parlerait plutôt d'objets touristiques. Vous pourriez y acheter par exemple un porte-clés en forme de tour Eiffel. Il faut savoir que ce petit café existe toujours et s'appelle toujours Renard, sauf que maintenant il se situe au milieu du parc. Sinon, le jardin des Tuileries, à la même époque, abritait les maisons de la capitainerie, des gardiens et des jardiniers. Parce que pour entretenir les 22 hectares, il fallait effectivement beaucoup de personnel. À la mort de Louis XIII en 1643, son fils lui succède. Louis XIV est alors à peine âgé de 5 ans. La régence est donc assurée par sa mère, Anne d'Autriche, et le ministre Mazarin jusqu'en 1651. Âgé de 13 ans, Louis prend les pouvoirs et remplace Mazarin par Colbert. À partir de 1660, il jette son dévolu sur l'ancien château légué par son père à Versailles, qui est alors à l'époque un simple château de chasse, pas forcément très confortable ni somptueux. Voulant en faire le siège de son gouvernement, Louis XIV se lance dans une vaste campagne de travaux, de transformation, de rénovation. Mais en attendant, il lui faut bien loger quelque part, et il s'installe donc dans les palais du Louvre et des Tuileries. Sauf que les jardins ne sont pas à la mesure, dirons-nous, de ses goûts ou de sa somptuosité. Il fait donc appel au paysagiste André Le Nôtre pour le transformer, dès 1664. Et on peut dire que celui-ci va exceller dans le domaine. André Le Nôtre va donner au jardin l'aspect que nous connaissons actuellement, du moins dans sa structure. Le terrain à l'époque présentait une forte déclivité. Pour le mettre à niveau, le paysagiste va faire modifier la grande terrasse, c'est-à-dire côté Seine, et celle des Feuillants, donc côté rue de Rivoli. Vers les Champs-Élysées, il fait construire 2 esplanades en terrasse, ainsi que l'escalier en forme de fer à cheval. On peut en voir un similaire au château de Fontainebleau. Une allée centrale est percée dans l'axe du palais des Tuileries, plantée d'une double rangée d'ormes. C'est les traits qui apparaissent sur le plan. Elle est fermée à l'est par un bassin rond et à l'ouest par un bassin octogonal. Les jardins précédents étaient composés, comme nous l'avons vu du temps de Catherine de Médicis, de parterres utilitaires, des vergers, des potagers, des forêts. Ici, avec le nôtre, apparaît le paysagisme, vraiment comme nous l'entendons de nos jours, comme nous le voyons dans nos jardins. Structuré, géométrique,
L'ordonnance est parfaite et on le voit très très bien sur ce plan. On voit très bien autour du bassin rond et des deux plus petits bassins la mosaïculture, donc le dessin fait avec des plantes. Et au centre, on voit bien le jeu sur les contrastes et les couleurs, si je puis dire, pour former des dessins géométriques. La mosaïculture peut être perçue comme une forme d'art. Un art floral, certes, mais un art tout de même. Au même titre que la peinture ou la sculpture, puisqu'on dessine, on représente des formes avec les fleurs. Et bien dans le but de protéger ce trésor végétal, Colbert veut en réserver l'usage à la famille royale. Heureusement, pour nous en tout cas, l'écrivain Charles Perrault, celui qui a donc écrit les contes, le frère du médecin et architecte de la colonnade du Louvre, va convaincre notre ministre des Finances de l'ouvrir à tous. Certes, mais il n'est pas fou non plus. Il va le faire surveiller par des gardiens. Les postes des gardiens sont parfaitement visibles sur cette illustration. Il se situe en bas des marches de l'escalier en forme de fer à cheval. On voit aussi qu'à l'époque, le jardin des Tuileries n'était pas clos par une grille comme on le voit actuellement. Et le jardin va donc ainsi devenir la promenade la plus animée de Paris, jusqu'à la création des galeries du Palais Royal. Mais si, honnêtement, entre nous, je ne suis pas sûre que les gens allaient au Palais Royal pour les mêmes raisons qu'ils se rendaient aux Tuileries, car on n'y trouvait pas forcément les mêmes commerces ou les mêmes loisirs, dirons-nous. Aux Tuileries, on y trouvait des cafés et des restaurants qui étaient établis sur les terrasses, tandis que des chaises étaient louables dans la grande allée. Il fallait compter 2 sous. Aujourd'hui, vous aurez toujours ces chaises, sauf qu'elles sont gratuites. Comme quoi, il y a des choses qui s'améliorent avec le temps. Vous vous doutez bien que l'entretien de ce jardin n'était pas dévolu à un seul jardinier, mais à toute une brigade. Chaque groupe avait son secteur, car on pourrait dire sa spécialité. Il y avait ceux consignés à l'octogone, donc c'est-à-dire le secteur qui va de la place de la Concorde jusqu'au bassin octogonal. Il y avait les spécialistes de la forêt qui s'occupaient de la zone boisée au centre entre les deux bassins, surnommé le Grand Couvert, et il y avait les jardiniers dévolus au Grand Carré qui eux donc allaient du bassin rond jusqu'au palais des Tuileries. Louis XIV meurt en 1715 et lui succède son arrière-petit-fils Louis XV, alors âgé de 5 ans. Il y a donc des traditions qui persistent dans certaines familles. La régence cette fois va être assurée par Philippe d'Orléans, son grand-oncle. Ce dernier, donc dès 1715, va faire établir un pont tournant sur les fossés, au bout de l'escalier en forme de fer à cheval, côté place de la Concorde. Pourquoi un pont, me direz-vous? Tout simplement parce qu'il y avait un petit cours d'eau qui passait devant le jardin, une petite déviation, si je puis dire, de la Seine, qui servait d'égout en fait à l'époque. Donc le pont était tout simplement un moyen de se rejoindre le parc sans se mouiller les pieds. Pourquoi tournant? Eh bien parce que notre régent, lui, avait bien décidé de fermer le parc et de ne plus laisser entrer, si je puis dire, tout le monde et n'importe qui. Donc ainsi, quand on avait besoin de traverser, le pont pivotait vers la place, permettant ainsi aux gens de traverser, et se refermer et clôturait ainsi le jardin. On le voit très bien sur cette gravure ancienne. En dépit, je dirais, du décor austère quand même de cette porte, elle va devenir l'entrée solennelle, si je puis dire, des fêtes et des grandes réceptions. Tous les rois vont vouloir rejoindre le jardin, puis les palais, que ce soit du Tuileries ou des Louvres, par cette entrée. En 1719, ils vont être dotés des chevaux ailés de Coysevox, la renommée et Mercure. Ces châteaux n'ont pas été fabriqués pour le pont car on n'avait pas le temps, il faut des années pour pouvoir construire une statue en marbre d'une telle envergure. On a tout simplement été
les chercher dans le château de Marly. On les a, on va dire, empruntés à long terme, pour ne pas dire volés. Mais revenons-en au jardin à proprement parler. Durant son règne, donc Louis XV va doter le jardin de statues de marbre, comme l'avait fait Catherine de Médicis bien avant lui, transformant ainsi ce jardin d'agrément en musée de plein air. Au pied de l'escalier en forme de fer à cheval trônent les allégories des fleuves. Le Tibre, très viril, très masculin, et le Nil à demi étendu. Afin de les reconnaître, les sculpteurs ont mis des objets, des symboles, si je puis dire. Observons par exemple la statue du Nil. Son bras gauche est accoudé sur un sphinx, qui fait clairement penser donc à l'Égypte. Et 16 petits enfants lui grimpent dessus. Pourquoi 16, me direz-vous? D'où vient ce chiffre? Eh bien tout simplement parce que le fleuve fait 16 coudées pour fertiliser l'Égypte. À leur côté vont prendre place des groupes réalisés pour le château de Marly, du temps de Louis XIV. Et oui, encore, décidément, ce beau château, on l'a vraiment complètement pillé. On y voit les épousailles de la Seine et de la Marne, réalisées par Nicolas Cousteau, ainsi que les épousailles de la Loire et du Loiret par Corneille Van Clève. Des allégories des saisons entourent le bassin octogonal. Dans l'allée centrale, on trouve Daphné et Apollon par Guillaume et Nicolas Cousteau, Atalante par le Pôtre et Hippomène de Guillaume Cousteau. Toutes les statues, si vous le regardez, sont dans un mouvement de course, de jeu, très enfantin. D'où leur emplacement dans l'allée centrale. Tout avait été étudié à cette époque, bien sûr. Aujourd'hui, ces statues ont été retirées et mises à l'abri au Palais du Louvre, parce qu'elles avaient beau être en marbre, la pollution, la pluie, les différences climatiques avaient fini par les éroder. Donc, elles ont été remplacées par des statues en plâtre, que l'on peut voir donc actuellement dans le jardin des Tuileries, et les originaux donc dans le musée. Près du bassin rond, on trouve Flore et Hamadryade par Coysevox, ainsi que deux nymphes réalisées par Cousteau. Alors que Louis XVI est roi de France, le jardin des Tuileries accueille le premier vol en ballon en 1783. Alexandre Charles, professeur de physique à la Sorbonne, a un rêve depuis tout petit, celui de voler dans le ciel tel un oiseau libre. Un autre homme, souvenez-vous, quelques années plus tôt, avait fait le même rêve. Pas via un ballon, certes, mais une machine volante. Il s'agissait de Léonard de Vinci. Eh bien, notre chat, on va dire qu'il est un petit peu plus tenace, car lui, il va vraiment tout faire pour réaliser son rêve. En apprenant l'expérience des frères Montgolfier à Annonay le 4 juin, Charles enrage. On lui a volé son rêve. Mais il ne renonce pas pour autant, et une compétition commence. Avec l'aide des frères Anne-Jean et Marie-Noël Robert, constructeurs d'appareils de mesure, Charles construit un ballon fait d'étoffe de soie, imperméabilisé par un vernis à base de caoutchouc. Le petit ballon sphérique de 4 mètres de diamètre et d'un volume de 33 mètres cubes emploie de l'hydrogène. Le gonflement du ballon va débuter le 24 août pour durer 4 jours. Le 27 août, il s'envole du Champ de Mars et parcourt 16 km jusqu'à Gonesse, dans le Val d'Oise. Le premier essai sans nacelle est couronné de succès. Reste maintenant à monter à bord et à voler soi-même. Le rêve de Charles, en fait. Sauf que les frères Montgolfier vont le devancer. Le marquis d'Arlande et Jean-François Pilâtre de Rosier, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, s'envolent le 21 novembre à bord d'une baudruche chauffée par la combustion de paille et de lainage depuis le château de la Muette. Le roi, bien sûr, est très fier de cette réussite. Mais notre Charles ne renonce pas pour autant. Le 26 novembre, son ballon expérimental est exposé à l'entrée de la grande allée des Tuileries, afin d'attirer les souscripteurs. Parce que avoir des rêves, c'est bien, pouvoir les monnayer ou les financer, c'est mieux.
L'argent récolté permet ainsi donc aux physiciens et à ses associés de fabriquer un ballon, cette fois de 2200 mètres cubes, capable de porter 2 personnes. L'événement est d'ailleurs commémoré par une plaque en cuivre située à l'entrée du jardin. Les premiers appareillages naissent également à cette époque. La nacelle en osier, les soupapes, les filets, les suspentes, le pilotage au lest, comme on peut le voir sur notre photo. Le 1er décembre 1783, à midi, s'élève le premier ballon gonflé à l'hydrogène. Dans le jardin des Tuileries sont réunis les souscripteurs. Oui, c'est bien, ils ont donné de l'argent, maintenant ils veulent quand même voir où il est passé. C'est bien de soutenir des projets, ou on va dire des inventeurs, maintenant reste à savoir si c'était un bon investissement. Les maisons environnantes, les quais, le pont royal, la route, la place Louis XV sont noires de monde. Le canon tonne, les cordes sont coupées, et l'aérostat s'envole avec à son bord Alexandre Charles et Marie-Noël Robert. Il voltige ainsi pendant 2 heures, virant sous le vent, traversant la Seine entre Saint-Ouen et Asnières, se dirigeant vers Taverny, l'Isle-Adam. À 15h45, le ballon se pose dans une prairie à Nesle-la-Vallée, dans le Val d'Oise. Il a parcouru 35 kilomètres. Le duc de Chartres et le duc de Fitz-James, qui avaient suivi les voltigeurs à cheval, les accueillent et signent le procès-verbal. C'est comme à l'heure actuelle quand vous réalisez un record pour le Guinness. Il faut absolument un juge, quelqu'un qui valide votre record, sur son honneur, qui certifie que vous avez bien réussi ce que vous aviez annoncé. Et bien à l'époque, ça n'avait pas changé. Là, ce sont 2 aristocrates, parce qu'il allait de soi que forcément, ils ne pouvaient être que des hommes honnêtes, voyons. Charles est acclamé en triomphe dès son retour dans la capitale. Près de 30 000 personnes l'ovationnent au palais royal. Le roi va jusqu'à lui allouer une pension de 1000 livres et fait frapper une médaille commémorative. Sauf que notre pauvre Charles, il va être fort déçu, car certes, son portrait est gravé sur cette médaille, mais de l'autre côté, il y a celui des frères Montgolfier. Certes, il a réussi un grand exploit, il a réalisé son rêve, mais il va aussi devoir partager sa notoriété. 1789, année révolutionnaire qui ne va pas épargner les jardins des Tuileries. Dès octobre, celui-ci devient le cadre d'événements mémorables et ravageurs. Lors des massacres de 1792, Louis XVI, craignant pour sa famille, quitte le palais des Tuileries, traverse le jardin pour gagner la salle du manège où siège l'Assemblée législative, pensant ainsi être protégé. Comme le dit le dicton, les conseilleurs ne sont pas toujours les payeurs. Hélas, ce sont ainsi ces derniers pas de liberté avant la prison du Temple et la guillotine. La Convention, qui récupère ainsi les jardins et en fait un bien public, déclare que les parterres de fleurs et bosquets sont inutiles, qu'ils ne servent à rien. Le peuple a faim, il a besoin de nourriture, pas de fleurs. Il va ainsi transformer ce jardin d'agrément en potager. Et ce sont des hectares de champs de pommes de terre qui vont s'étaler aux Tuileries. Les statues choquent également. La Convention ordonne de les détruire. Pourtant, celles-ci sont issues pour la plupart de mythologie, d'allégories, et en aucun cas des représentations monarchiques. Par chance, le sculpteur Louis-Simon Boiseau va réussir à en mettre une vingtaine à l'abri dans son atelier. Le jardin des Tuileries de cette époque post-révolution est indissociable du peintre Jacques-Louis David, connu pour ses tableaux comme Marat assassiné, l'enlèvement des Sabines, le serment des Horaces ou ses représentations de Napoléon. Pour quelle raison? Il n'est peintre, il n'est pas paysagiste, il n'est pas jardinier, il n'est pas architecte. Tout simplement parce que cet homme dévoué à Robespierre, 20e député de Paris à la Convention nationale, un de ceux qui ont voté pour la mort de Louis XVI, est avant tout un fervent révolutionnaire. Après les événements du 10 août 1792 et la chute de la monarchie, le jardin des Tuileries est dévasté. Alors la Convention confie à l'artiste le soin de le restaurer.
Et cet homme, qui est assez ambitieux, dirons-nous, va élaborer effectivement de grands projets, des projets peut-être même un peu trop pompeux, pourrons-nous dire, pour un jardin. Déjà, il veut rétablir les statues. Comme je l'ai dit précédemment, la plupart ont été détruites ou mises à l'abri. Sauf qu'on n'a pas le temps. Pas le temps d'en fabriquer, pas le temps d'en sculpter, pas le temps de trouver les artistes et encore moins les thématiques. Alors David va aller tout simplement se servir dans les châteaux qui ont été pris par la Convention et qui sont devenus bien nationaux. Il va donc se rendre à Versailles, à Marly, encore une fois, et à Fontainebleau. Les bosquets n'existent plus. On l'a vu, parce qu'ils ont été champs de pommes de terre pendant un temps. Mais hors de question de revenir à un jardin à la française, comme du temps de Louis XIV. On ne peut pas faire monarchique. Alors lui va en faire des jardins anglais, et y planter des essences variées. Mais ça manque d'antiquité. C'est un peintre très néoclassique. Alors il va imaginer des porches monumentaux, des arcades, des colonnades, des excèdres. Si vous allez aujourd'hui dans le jardin des Tuileries, il existe encore un de ces porches, sauf qu'il donne sur un mur. Je ne sais pas si à l'époque de David, il avait prévu de percer ce mur, de faire un accès aux axes de circulation derrière, mais là pour le moment ils donnent... Non, ils ne servent à rien en fait, tout simplement. Ils sont beaux, hein, mais ils ne servent pas à grand chose. Le peintre voulait également organiser dans ce jardin des fêtes somptueuses pour commémorer la Convention. Et la première va avoir lieu le 8 juin 1794, la fête de l'être suprême. Dans le Bas-Saron, juste en face du palais des Tuileries, on dresse une pyramide représentant l'athéisme, encadrée par 4 autres statues. Dans le Bas-Saron, juste en face du palais des Tuileries, on dresse une immense pyramide représentant l'athéisme. D'ailleurs, on le voit sur cette gravure. Derrière la statue en rouge assise sur un trône, on voit la statue prise dans les flammes qui est en train de disparaître. Elle est encadrée, on le voit également encore sur le dessin tout à fait à gauche, une statue qui est avec un ballot de paille derrière pour montrer qu'on va également la brûler. Ces statues représentent l'ambition, l'égoïsme, la discorde, la fausse simplicité, des valeurs que rejette la Convention. Robespierre, vêtu d'un costume bleu céleste, ceinturé par une écharpe tricolore, tient un bouquet de fleurs et d'épis à la main, pour symboliser la prospérité, l'espérance, sa confiance en l'avenir, en le renouveau. Il embrasse la pyramide, qui tout en se consumant, va libérer une autre sculpture, une autre effigie, celle de la sagesse, que l'on voit sur cette image. Il faut reconnaître quand même à David un certain talent de metteur en scène tout de même. C'est imaginé pour l'époque, ces statues qu'on embrase, qui en dissimulent d'autres, devant des milliers de spectateurs, si je puis dire. Non, c'est une sorte d'ancêtre des comédies musicales, si je puis dire. Car une fois la statue libérée, on va dire, de son carcan, notre Robespierre prend la tête d'un cortège. Et tout en chantant, donc l'hymne du départ de Méhul, il va avec ses disciples, si je puis dire, rejoindre le champ de Mars où David a dressé un temple de l'immortalité. Ce cortège se composait en premier d'enfants, avec des violettes dans les cheveux, puis d'adolescents couronnés de myrte, des femmes coiffées de roses et de pivoine, les hommes, eux, portaient du chêne, et les vieillards, des branches d'olivier. On le voit très bien d'ailleurs sur la gravure, certains l'ont accroché à leur charpeau, d'autres l'avaient peut-être à leur corsage, mais c'est assez visible si on regarde la ronde de gens au pied de la statue. Sauf que notre pauvre David, si là il est au summum de son succès, parce que pour le coup il donne des fêtes incroyables, plus spectaculaires les unes que les autres, tout le monde, on dirait, entre guillemets, le veut, il va connaître un revers de fortune, la chute de Robespierre. Quand votre meilleur ami tombe en disgrâce et qu'il est guillotiné, il est recommandé de vous faire tout petit, de vous rendre invisible.
Et c'est un peu ce que va faire David en se mettant au service de l'empereur Napoléon. Aujourd'hui, dans le jardin des Tuileries, plus rien ne subsiste de son œuvre, si ce n'est une petite porte dissimulée derrière des arbres, que très peu de gens remarquent maintenant quand ils vont au pas. Mais il reste tout de même quand même un élément, ce sont les 2 exèdres en marbre, qui sont visibles dans les carrés de Daphné et d'Atalante, au centre du jardin. Ils ont été achevés entre 1793 et 1799. Le 2 juillet 1778, le philosophe Jean-Jacques Rousseau décède dans un pavillon du château d'Ermenonville, appartenant alors au marquis de Gérardin. Le corps est inhumé 2 jours plus tard dans l'île des Peupliers de la propriété, dans un somptueux sarcophage richement orné. Très vite, cette petite île va devenir un haut lieu de pèlerinage pour, je dirais, les fans, si je puis dire, pour l'époque. Entre-temps, la Révolution arrive, troublant tout, oubliant, si je puis dire, Rousseau sur son île. En 1794, à la demande de sa veuve et des autorités, on fait transférer le corps vers le Panthéon, une demeure plus noble pour un grand homme. Le corps quitte ainsi Ermenonville pour rejoindre Paris. La cérémonie doit avoir lieu le 10 octobre. Dans la nuit, donc du 9 au 10, il faut bien mettre le corps quelque part. On ne peut pas laisser sa dépouille dans la rue, ce ne serait quand même pas digne du philosophe et de l'écrivain. Alors on a fait édifier une petite île avec un temple au milieu du grand bassin du jardin des Tuileries. Et durant une nuit, il a ainsi trôné et reçu des visiteurs dans notre jardin. En 1804, le Directoire cède la place au Premier Empire de Napoléon Ier, qui fait réordonner le jardin selon les goûts de son époque. Comme on l'a constaté depuis le début de cette conférence, chaque propriétaire, si je puis dire, de jardin apporte sa pierre à l'édifice, essaye de marquer les lieux de son passage, en espérant bien sûr que ce dernier y restera et qu'ils marqueront ainsi la postérité. Contrairement aux rois qui l'ont précédé, l'empereur va lui faire privatiser le jardin. Se promener dans les mêmes allées que son peuple ne lui semble guère approprié. Comme on le voit sur ce dessin, des soldats impériaux veillent au grain. Il va également faire détruire le pont tournant, qui date donc de Louis XV. Et le faire remplacer, je dirais, par une entrée plus solennelle, plus impériale. Il ne le fait pas non seulement pour son prestige ou pour embellir le jardin ou la place ou la ville même. Il le fait surtout parce qu'il va bientôt se remarier avec Marie-Louise d'Autriche et qu'il veut que l'entrée du carrosse impérial se fasse par cette entrée et qu'elle soit majestueuse, à l'image de son mariage. À cette époque, l'entrée donc des Tuileries se composait d'arcades à chapiteaux ioniques, comme on le voit sur le dessin. Au sommet des vases, un arc de triomphe central, sommé par 2 allégories qui portent la couronne impériale et des aigles qui sont sur le coffre. On le voit très bien sur l'autre gravure, que le N impérial est partout. On voit également que les statues donc, de Coxvox ont été conservées. Mais l'empereur n'est pas un égoïste, il ne pense pas non plus qu'à son prestige. Il pense aussi à son fils, à l'héritier. Et il va lui faire construire une aire de jeu dans le parc, près justement de cette entrée. Hélas, je n'ai trouvé aucune gravure. Il fait également construire un passage souterrain entre le palais du Tuileries et la terrasse du bord de l'eau.
passage qui va permettre à l'impératrice et à l'héritier de s'enfuir lors de la défaite de Napoléon Ier le matin du 29 mars 1814. Durant la monarchie de Juillet, ayant d'autres préoccupations, le roi Louis-Philippe Ier se contente de faire creuser des fossés entre le château des Tuileries et le Bassin-Rond afin de privatiser son jardin et de s'isoler. Il faut dire que le dernier roi qui a siégé, dirons-nous, au palais des Tuileries, s'est retrouvé décapité. Peut-être que Louis-Philippe a eu peur de perdre la tête encore une fois à la demande du peuple et a donc préféré s'isoler de lui. L'homme qui va donner au jardin des Tuileries l'aspect que nous le connaissons aujourd'hui, l'homme qui va réellement marquer les lieux de son empreinte, est Napoléon III. Il siège au palais des Tuileries dans lequel il donne des fêtes somptueuses, resplendissantes, qui vont être connues dans toute l'Europe. Le jardin, c'est sa carte de visite en quelque sorte. C'est la première chose que voient ses visiteurs en arrivant avant la beauté du palais, avant son luxe et avant le repas. Il faut donc qu'il soit tout aussi somptueux, tout aussi impressionnant. Le jardin va être choyé, pouponné, fleuri, comme il ne l'a jamais été. Dès 1852, le président empereur, dans une période transitoire, dirons-nous, il ne sait plus s'il doit être président de la République ou redevenir empereur comme son ancêtre, va faire construire une orangerie à l'extrémité ouest de la terrasse du bord de l'eau. Suivi quelques années plus tard, en 1861, d'un bâtiment identique pour abriter une salle de jeu de paume, l'ancêtre du tennis, côté rue de Rivoli. C'est pas parce qu'on est empereur qu'on ne peut pas prendre soin de sa personne en faisant un peu de sport. Mais revenons-en au jardin à proprement parler. Le palais des Tuileries est incendié sous la Commune le 27 mai 1871. Pendant une dizaine d'années, les gouvernements, les responsables, les maires, les autres politiques vont s'interroger. Doit-on le reconstruire? Doit-on le reconstruire identique? Doit-on le changer? Jamais, à aucun moment, ils ne parviennent à se mettre d'accord. Finalement, 12 ans plus tard, les ruines calcinées seront rasées. Et le jardin du Carrousel aménagé à sa place, prolongeant ainsi le jardin des Tuileries jusqu'au Palais du Louvre. La photo que vous voyez a été prise depuis la grande roue qui est à l'entrée du jardin des Tuileries. On voit très bien l'escalier en fer à cheval, le bassin octogonal, la grande allée centrale qui va jusqu'au Bassin-Rond. On aperçoit, alors là effectivement beaucoup plus compliqué, on aperçoit donc l'arc du Carrousel, tout petit, et derrière lui la pyramide en verre du Louvre et le Louvre en soi. On peut plus ou moins deviner, juste après le Bassin-Rond et avant l'arc du Carrousel, on voit l'axe, l'avenue du Général Lemonnier, qui était effectivement l'emplacement du palais des Tuileries. À partir de ce moment, le jardin va servir lors de nombreuses expositions et autres événements parisiens. Par exemple, du 15 juin au 3 juillet 1898, les allées sont envahies par les voitures du premier salon de l'automobile. En 1900, vont s'y dérouler les épreuves d'escrime aux Jeux olympiques d'été. Mais l'événement le plus marquant va être le déjeuner des maires de France. Le 22 septembre 1900, le président de la République, Émile Loubet, et son président du Conseil, Waldeck-Rousseau, convient l'ensemble des maires de France à un banquet afin de célébrer le 108e anniversaire de la proclamation de la Première République. 22 965 maires sont réunis dans le jardin. Ils sont répartis dans deux immenses tentes, l'une sur la terrasse des Feuillants, donc près de la rue de Rivoli, et l'autre dans l'allée centrale. Ces deux tentes sont reliées entre elles par des tentes perpendiculaires afin de permettre aux serveurs de rejoindre plus facilement, que ce soit les cuisines ou les invités.
Les maires sont placés par département et par ordre alphabétique, ce qui a provoqué quelques remarques désagréables. Certains auraient préféré être installés en fonction de l'âge, d'autres en fonction du nombre d'années d'exercice. En réalité, la seule chose qu'ils veulent, c'est être le plus près possible du président pour se faire bien voir ou peut-être quémander quelques services, voire quelques subventions. Maintenant, pour s'amuser, étudions quelques chiffres. Pour cet événement, il a fallu 700 tables de 10 mètres, 3000 employés, comptant tout le personnel de cuisine, tout le personnel de service, ainsi que les vestiaires. Vous avez le menu sous les yeux, et pour le réaliser, il a fallu 2000 kg de saumon, 1430 faisans, 2500 poulardes, 1200 litres de mayonnaise, 10 000 pêches, 6 000 poires, 1000 kg de raisin, 39 000 bouteilles de vin. Donc si vous vous souvenez, ils étaient à peu près 23 000 maires, ça fait à peu près une bouteille et demie par personne. À l'époque, on ne parlait pas d'avoir 0,5 g d'alcool dans le sang pour pouvoir reconduire après. Surtout qu'à ça s'est ajouté 1500 bouteilles de champagne et heureusement 3000 litres de café. À la demande du président lui-même, le repas ne devait durer que 90 minutes et pas une minute de plus. À cette occasion, une plaque en bronze, œuvre de Frédéric Charles Victor de Vernon, est réalisée. Sur l'avers, une inscription commémorative. Banquier des Tuileries offert au maire de France sous la présidence de M. Émile Loubet, président de la République, et de Waldeck-Rousseau, président du Conseil, Paris, 22 septembre 1900. Dans un cartouche fait de ramures de chêne et de laurier, le nom du maire et sa ville. Ici, il s'agit du maire M. Conseil de Bellangreville. Donc sur le revers, la signature de l'artiste située en bas à droite et deux allégories féminines dont Marianne portant des libations au banquet. Ces plaquettes sont aujourd'hui conservées dans des collections privées ou dans les mairies. Dernière période traumatisante pour le jardin des Tuileries, la Seconde Guerre mondiale. Afin de pallier le manque de ravitaillement, une partie du parc est transformée en potager. Encore une fois. On y cultive carottes, laitues, poireaux, pommes de terre, tout ce que l'on peut en tout cas, et en énorme quantité afin de nourrir le peuple de Paris. La Libération achève le massacre. Le 25 août 1944, le colonel Pierre Bilotte de la 2e DB ordonne au général von Scholtz de se rendre. Refus catégorique. Les combats sont rudes et mortels. Le capitaine Branet s'empare de l'hôtel Meurice, QG des forces allemandes, qui est vers la place de la Concorde, tandis que le capitaine Julien tente d'atteindre la place de l'Opéra, siège de la Kommandantur. Notre jardin, eh bien, il est en plein milieu. Et c'est le lieutenant Bricard qui écope de sa protection. Sauf qu'hélas pour lui, des blindés allemands s'y sont retranchés. Et là, s'il y a un massacre humain, il y a également un massacre artistique. Des centaines de statues vont être détruites. Le jardin va rester ainsi dans un état de délabrement inquiétant durant de longues années. Bien sûr, les débris des statues, traces d'obus, tout ceci a disparu. Mais plus personne ne l'entretient. Le jardin tombe peu à peu à l'abandon. C'est pour ça que dès sa réélection à la présidence de la République française, François Mitterrand réfléchit à sa rénovation. Il confie en 1989 les travaux à l'établissement public du Grand Louvre. Un concours est lancé et ce sont les projets de Pascal Cribier et Louis Bennec pour les Tuileries et de Jacques Wirtz pour le parc du Carrousel qui gagnent.
Les travaux commencent en juin 1991. Une plus grande cohérence est donnée au jardin. Les parterres sont dotés de fleurs odorantes, colorées, variées. Divers équipements sont installés comme des bancs, une aire de jeu, des abris, un salon de thé. Une grande roue permet de s'offrir un panorama incomparable du quartier. Le jardin se dote également de sculptures modernes. Des œuvres d'Henri Moore, de Germaine Richier, de Raymond Masson, de Rodin, d'Henri Laurence, de Paul Belmondo, de Jean Dubuffet et bien d'autres encore sont venus décorer notre jardin. Je vous remercie de votre attention en espérant que la balade vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes.